Coucou, c'est Elodie du site Elle et Graines. Du coup, je continue les podcasts et aujourd'hui, j'aurais bien voulu te parler, évidemment, d'éducation bienveillante, mais d'un point de vue psychanalytique. Alors, ne prends pas la fuite tout de suite. Je vais rendre ça plus facile et accessible. En plus, souvent, quand on dit psychanalyse ou psychanalytique, les gens ont tendance à avoir une mauvaise image de ce qu'est la psychanalyse. À tort ou à raison, qu'importe, ça pourrait faire ça le sujet entier d'un podcast. Souvent, les personnes pensent forcément à Freud, et bien entendu, puisque c'est le père de la psychanalyse. Mais je rappelle quand même que Freud, ça fait plus d'un siècle qu'il a émis ses théories et qu'il a toujours voulu justement qu'on les retravaille au fur et à mesure du temps et de l'espace. Donc c'est quand même un petit peu scandaleux, je trouve, quand certaines personnes réutilisent ces théories qu'il a mis au point il y a plus d'un siècle et pensent qu'elles doivent être mis en place encore au jour d'aujourd'hui ou qu'elles ont effectivement tout pouvoir sur une réflexion à mener. C'est une théorie, les théories ça se travaille, ça se retravaille et bien sûr ça ne s'arrête jamais et du coup on en arrive évidemment à mon sujet d'aujourd'hui, l'éducation bienveillante. En effet, si tu lis un petit peu Fioza ou Guéguen ou bien d'autres, pour ne citer qu'elles, puisqu'elles sont quand même assez connues dans le domaine de la pédagogie, de l'éducation, de la psychologie, du développement, eh bien, on va au fur et à mesure, et heureusement pour nous, heureusement pour notre société française, on va de plus en plus vers du mieux-être, et donc dans l'accompagnement de nos enfants dans leurs émotions, et donc évidemment sur de l'éducation bienveillante. Du coup, moi, je me suis un petit peu interrogée aussi sur un point de vue du fonctionnement psychique, et bien, j'aimerais bien t'en faire un petit résumé si ça te dit. En effet, je vais partir sur la théorie inverse, comme quoi l'autorité en famille serait bon pour l'enfant et donc lui permettrait de grandir, de s'épanouir. Parce que finalement, c'est ça, c'est-à-dire que sans jugement aucun, lorsqu'on parle d'éducation bienveillante, on se confronte souvent, nous parents qui avons choisi ce choix atypique, mais qui le sera de moins en moins, on l'espère. On se confronte souvent à tous ces questionnements et à tous ces jugements de la part d'autres parents qui n'ont pas choisi ce mode d'éducation et qui ne jurent que par la punition, le chantage ou en tout cas l'autorité. C'est-à-dire que pour eux, si on ne fait pas preuve d'autorité sur nos enfants, l'enfant n'écoute pas et l'enfant est censé obéir parce que tout simplement il se place dans une posture de sachant et le sachant doit faire apprendre à celui qui ne détient pas le savoir comment faire, comment être pour être un bon citoyen de ce monde. Alors ça questionne énormément le domaine de l'autorité. Je ne sais pas si tu connais Serge Effès notamment, ou encore Louis Roussel. Ils ont beaucoup travaillé sur le domaine de l'autorité. Alors pas forcément au départ dans la famille, mais plutôt dans un domaine un peu plus général, j'ai envie de dire, c'est-à-dire dans les liens hiérarchiques. Et puis après, évidemment, Eiffel s'est interrogé à la famille puisque c'est vraiment, après, c'est devenu son grand sujet de prédilection. Et il a pu étendre du coup ses théories, puisqu'il ne reste que des théories. Et je t'encourage d'ailleurs à réfléchir. Ce podcast est là juste pour amener une réflexion sur ce qu'est l'autorité et comment on peut la légitimer. Donc il est parti du constat qu'effectivement la famille s'est transformée en profondeur depuis quelques générations, tu dois bien t'en douter. Qu'elle s'inscrit désormais dans des idéaux plutôt d'amour, de bonheur individuel, conjugal et parental. In fine, ça voudrait dire qu'en gros, si tu ne crées pas une famille heureuse, tu ne peux pas être heureux. On sait bien que le schéma, et ça, j'en suis désolée, mais voilà, le schéma encore aujourd'hui, c'est de se marier, d'avoir des enfants et d'être épanoui en couple et d'être épanoui dans la famille. Et beaucoup de personnes qui n'ont pas réalisé ça en souffrent énormément. Alors certes, en se dégageant du poids des traditions, des obligations, des contraintes morales, voire religieuses, la famille s'est quand même allégée. Par contre, elle court le risque de tisser des liens de plus en plus intriqués, voire enchevêtrés, et difficiles à démêler avec justement cette recherche du bonheur idéal que nous fait passer les médias, la politique, les publicités, et finalement tout ce poids social au jour d'aujourd'hui.
Donc forcément, l'éducation que tu donnes à tes enfants, ça devient du domaine public. C'est bien triste, mais c'est bien vrai. La preuve, quand tu es enceinte et que tu entends ton premier bébé, tout le monde y va de son conseil en matière d'éducation. Et quand on parle d'éducation, en plus, c'est un sujet qui renvoie, voire qui violente ton interlocuteur, parce que si tu ne fais pas pareil, ça lui ramène l'idée que ce qui fait lui ne convient pas. Donc c'est toujours un sujet délicat et qui prend aux tripes, et ça devrait être un des sujets interdits pendant les fêtes de Noël. Dans tous les cas, Éphèse nous explique que la famille, c'est un système de liens, dans lequel chacun est déchiré entre la possibilité d'accéder à une certaine autonomie, et tu le vois dès le plus jeune âge, et développer une certaine personnalité, une certaine individualité, et en même temps la nécessité de survivre dans un groupe, et donc de rentrer dans une certaine norme pour être accepté. Donc effectivement, on est un petit peu déchiré dès l'enfance entre cette individualité, ce besoin d'autonomie, ce besoin de s'affirmer en tant que personnalité, mais aussi le fait d'être aimé par ses parents. Et on le voit d'ailleurs souvent, les enfants, ils n'ont qu'une hâte, c'est de faire ce que nous, on aimerait qu'ils fassent. Et c'est à nous, justement, adultes, d'y faire attention. Donc, dans tout groupement d'individus, chacun occupe un rôle qui entre en résonance avec les autres rôles. Cette interaction fixe des protagonistes dans des comportements qui deviennent totalement immuables. Et dans une famille, chaque nouvel arrivant se voit distribuer un certain rôle et une certaine fonction. C'est pour ça d'ailleurs que dans une fratrie, chaque individu ne se ressemble pas. Effectivement, ta place dans la famille va générer un positionnement différent et donc une structure psychique différente. Alors bon, si on en revient un petit peu à avant, la famille d'autrefois qui tend à disparaître, où le père était tout puissant, la mère plutôt soumise et les enfants devaient obéir, ce modèle est témoin d'une famille plutôt autocratique, hiérarchique, voire carrément paternaliste, et qui donc est définie par ce qu'on appelle, nous, une organisation autoritaire verticale. Effectivement, c'est une sorte de hiérarchie très puissante où celui du dessus a la main mise sur celui du dessous. Se succède alors effectivement avec les avancées en psychologie une autre façon de voir la famille et donc une autre façon de voir l'autorité, mais reste encore une autorité, c'est le mode d'organisation plutôt horizontal qui se veut un peu plus démocratique et qui naît du désir et de la nécessité que le groupe s'auto-organise et donc de prendre en compte le bien-être de chacun. Cependant, cela demande quoi ? Cela demande que toutes les règles ne soient pas une contrainte, et que chaque valeur doit être discutée, analysée, voire critiquée, et donc d'avancer ensemble. Et ça, c'est pas facile, surtout quand toi-même, tu n'as pas eu ce genre d'éducation et qu'on t'a imposé beaucoup de choses. C'est-à-dire que tu ne sais pas faire face à une situation sans imposer ou ton point de vue ou la mainmise sur quelqu'un de plus fragile ou en situation d'infériorité. Ainsi, beaucoup de parents au jour d'aujourd'hui sont démunis, voire tiraillés entre l'éducation qu'ils ont reçue et ceux qui se voient pratiquer aujourd'hui et donc qui se veut être plus bienveillant. Il y a donc un vrai travail sur soi-même à entrevoir pour évaluer d'autres possibilités de ce qu'on a vécu. Et ça ne veut pas forcément remettre en question l'amour que nos parents ont eu pour nous, parce que réfléchissons-y, nos parents, ils ont quand même beaucoup évolué par rapport déjà à leur propre éducation avec nos grands-parents. Donc, j'ai envie de dire que de toute façon, chaque génération s'améliore de jour en jour, de mois en mois, d'année en année. C'est un petit peu comme monter l'Everest. Je dis souvent ça dans le sens où, même les professionnels, les grands sportifs, ceux qui vont s'entraîner des mois et des mois durant pour faire l'Everest, ils le font quand même en plusieurs fois, en plusieurs paliers pour réhabituer le corps parce que c'est quand même très dense. C'est un petit peu pareil, j'ai envie de dire, quand tu as été éduqué dans les violences éducatives, qu'elles soient ordinaires ou des vraies violences très fortes, eh bien, ça demande beaucoup de choses, beaucoup de travail personnel et il ne faut pas hésiter d'ailleurs à être accompagné pour parler de ces choses-là, pour les faire sortir et de remettre en question tout ça sans pour autant que ça se chamboule en nous-mêmes et donc d'apporter le meilleur pour nos enfants. Alors, est-ce que la bienveillance éducative est quelque chose d'utopique? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça reste un idéal à atteindre et que chaque jour qui passe fait de toi un meilleur parent
que la veille. Alors pour reprendre un petit peu là sur l'autorité, je voulais te dire que l'autorité, ça réside pas dans la contrainte ni dans la persuasion, mais tout simplement dans la reconnaissance de l'autre en tant que tel. C'est-à-dire que l'autorité naturelle, c'est à un moment donné quand tu es face à quelqu'un et que tu te dis, tiens, ça m'intéresse ce qu'il dit, je trouve ça intéressant, je vais y réfléchir. C'est juste une autorité naturelle et ça ne te fait pas de mal. Mais par contre, effectivement, ça ne fonctionne pas si tu te sens contraint. Parce que comme on dit, quelqu'un peut tout te prendre, mais pas ta liberté de penser, pas ta liberté de réfléchir à un sujet. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire plier quelqu'un par une contrainte, par la peur, parce qu'à un moment donné, ça ne fonctionnera pas. La violence et la tyrannie, cette autorité, elle n'est pas comprise parce qu'elle reste externe. En fait, d'un point de vue psychique, si tu veux, elle ne peut pas être intériorisée par l'enfant, car du coup, il aura toujours besoin de se confronter à l'interdit. Et inversement, si les parents imposent cette autorité par la persuasion, voire la séduction, ou bien tout simplement par le fait de faire culpabiliser l'enfant, du style, maintenant, papa il est malheureux, voilà, maman, voilà, je suis triste, voilà. Ça, cette relation, ça crée un lien affectif d'emprise et une grande confusion pour l'enfant. L'enfant ne peut plus se différencier de ses parents, et qui est perpétuellement dans sa tête finalement d'une certaine façon. Et s'il se soumet, c'est simplement pour se sentir aimé. Il aura toujours besoin de rester collé à ses parents pour vérifier qu'il aime bien. L'autorité n'est donc pas finalement une bonne façon d'appréhender la relation parent-enfant, tout simplement parce que ça soit dans un sens comme dans l'autre, qu'importe les outils qu'on utilise pour finalement écraser l'autre par autorité, et donc par adultisme dans la relation parent-enfant, eh bien, tout ce que ça fait, c'est de détruire l'enfant. C'est-à-dire que tu ne vas pas le pousser à l'autonomie, tu ne le pousses pas à l'indépendance et tu ne le pousses pas à être lui. Dans tous les cas, il va juste chercher une question de survie. Soit parce que tu lui fais peur et donc du coup, il va essayer de faire en sorte que ça aille bien pour éviter les coups, pour éviter les humiliations, pour éviter les insultes, pour éviter les disputes. Soit il va faire en sorte d'être aimé parce que tu lui as fait comprendre que des fois ça n'allait pas ce qu'il faisait entre le bien et le mal et la crainte d'un enfant, et même après une fois adulte, c'est d'être aimé, hein. L'être humain a toujours ce besoin-là d'être aimé. C'est là que l'éducation bienveillante finalement a tout son rôle à saisir. Tout le respect, toute l'empathie et tout cet amour sans rien demander en retour est bien présent et peut vraiment, vraiment pour le coup apporter énormément à l'enfant et donc au monde de demain. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui, c'est déjà bien assez. Sinon, juste pour te donner 2 références de bouquins, donc de Serge Effès, c'est Quand la famille s'en mêle. Je crois qu'il a été réédité en 2004, donc il n'est pas si vieux. Et il y a vraiment un bouquin très intéressant sur l'autorité de Hannah Arendt. Donc Arendt, c'est A-R-E-N-D-T, mais je te mettrai tout ça en barre d'infos. Dans la crise de la culture, c'est vraiment une réflexion très intéressante et qui peut être vraiment vue, pas que dans la famille, mais aussi par exemple dans le couple ou les relations au travail. Voilà, je te souhaite sur ce une très très jolie journée.